Mohamed Narefi, bonjour. Bonjour. Vous avez été correspondant de presse en Iran jusqu'en 2007, avant que votre situation professionnelle sur place devienne un peu plus difficile. Vous serez écarté du pays jusqu'en 2016, où vous revenez et vous aurez l'occasion de passer plusieurs séjours, ce qui donne aujourd'hui Un printemps à Téhéran, un livre qui sort jeudi dans les librairies, dans lequel vous décrivez la société iranienne. Mais avant tout, vous décrivez votre retour dans le pays à travers une tutelle très pesante. Oui, effectivement, tout journaliste étranger qui souhaite se rendre en République islamique est dans l'obligation de travailler avec une agence semi-officielle qui vous délivre une carte de presse, qui vous prend une certaine somme obligatoire au quotidien et qui vous met dans les pattes un traducteur officiel dont la mission justement est de vous traduire tout ce tous les conversations que vous avez justement avec vos interlocuteurs en Iran, aussi. Mais également de rapporter vos moindres faits et gestes sur le terrain. Et à la tête de ces organisations, il y a souvent des personnes qui ont un pouvoir considérable, et c'est une de ces personnes, M. Nedjati, je le cite dans ce livre, qui m'a permis de retourner en République islamique. Sauf qu'une fois arrivé dans son bureau, après 9 ans tenu écarté de la République islamique, il me met sous pression et me fait comprendre que, d'une certaine manière, il m'a à l'œil. Donc je pars en Iran pour mon média qui est Le Point, mais je sais que j'ai derrière moi une personne qui regardera le moindre de mes articles et les moindres de mes faits et gestes sur place. Et qui vous demande aussi de faire des articles, notamment sur les moudjahidines du peuple, l'ennemi du régime. Au bout de quelques temps, je me rends compte justement que cette personne me fait rencontrer des responsables, notamment d'organisations d'ONG iraniennes, qui me font rencontrer ou plutôt d'anciens membres des moudjahidines du peuple, donc, qui est une organisation d'opposition islamo-marxiste que certains comparent à une secte, qui est aujourd'hui une des seules organisations d'opposition fédérées en Iran, au régime islamique, même si elle ne vaut pas grand-chose sur le terrain. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'il me demande de voir ces personnes. Moi, je lui dis, écoutez, moi, je veux bien les voir, mais je ne vous garantis rien, je ne vais écrire quoi que ce soit sur eux, je écrirai si je peux avoir justement leur point de vue ici à Paris, que je n'aurai jamais. Et à partir de ce moment-là, M. Nedjati se sert de cette carte pour me faire pression. Mais où est ton article sur les moudjahidines? Je t'avais dit justement que ce serait bien, que ça servirait ton cas, d'écrire quelque chose sur eux. Et moi, de lui rappeler que, n'ayant pas eu l'autre point de vue, je ne peux pas le faire. Et ça devient une sorte de chantage, justement, aux moudjahidines du peuple. Et au bout d'un moment, je me fâche en disant que je suis là justement pour effectuer mon métier de journaliste, notamment pour traiter de l'actualité en Iran, et que cette question des moudjahidines est le cadet de mes soucis. Et vous passerez après par une autre agence. La grande différence entre la période avant 2007 et la période après 2016, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Et vous expliquez que ça a complètement révolutionné la vie de la jeunesse, que ce soit pour la drague, que ce soit pour aller chercher, trouver son alimentation quotidienne, se déplacer en taxi. Oui, bien sûr. La première chose qui m'a marqué quand je suis retourné en Iran, ne serait-ce que dans l'aéroport, c'est la présence de smartphones, comme partout ailleurs dans le monde, avec la 4G en Iran, sauf que, avec bien sûr certains sites censurés, mais les Iraniens étant les rois de la débrouille, il y a bien sûr ces applications qui permettent de contourner la censure. Et surtout, on se rend compte que les Iraniens, la jeunesse, a dorénavant à sa disposition tout un tas d'applications, notamment Instagram, dont certaines ne sont pas filtrées, comme Instagram, Telegram, qui leur permettent d'avoir accès aux médias, d'avoir accès aux conversations même politiques, d'avoir accès à des pages Facebook de compatriotes, notamment de femmes ou d'hommes, c'est selon, et qui leur permettent et de draguer et de s'informer et d'acheter par exemple d'acheter un repas qu'ils se feront livrer comme en France. Mais la seule différence, et ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces loisirs, beaucoup de ces possibilités, à la différence de la France, n'étaient pas permises avant. Et ça il y a toujours certains réseaux sociaux qui sont coupés. Mais vous dites que c'est une période un peu de foisonnement économique, parce qu'il y a beaucoup de start-up qui se créent aussi pour apporter des services à la population. Effectivement, je cite notamment avec les difficultés qu'elles peuvent avoir aussi. Sur le terrain, l'Iran, c'est 80 millions d'habitants qui sont très ouverts sur l'Occident, très très ouverts aux nouvelles technologies. Et je cite notamment l'exemple de cette start-up qui s'appelle Snap, qui est la version iranienne d'Uber, Uber n'ayant pas droit de citer
rester en République islamique, un jeune Iranien qui va aller au Canada, va s'inspirer d'Uber, revenir en Iran et lancer cette application dans le pays qui fait aujourd'hui un tabac. Bien sûr, au bout d'un moment, il a commencé à gêner et il a dû je dirais, passer certains accords avec certains pans du pouvoir en Iran, par exemple les gardiens de la Révolution, mais c'est une application qui fait un tabac en Iran, comme par exemple Zoot Food, qui est la version iranienne d'Uber Eats, sans citer bien sûr de pub, ou plein d'autres applications qui voient le jour. Cette période, post-accord de Vienne sur le nucléaire, signé en juillet 2015, est aussi celle un peu de l'émancipation. On sent que le régime lâche un peu la bride, donc il y a cette jeunesse débridée, le voile devient un peu plus lâche, il y a des espaces de liberté qui se créent, avec, ce que vous dites très bien quand même, cette police des mœurs, les Bassidji, qui sont là derrière de temps en temps pour réguler, faire peur, un peu comme une épée de Damoclès sur la tête des populations. Alors moi je me souviens justement des images de fêtes immenses dans les rues de Téhéran, des Iraniens qui dansaient, y compris des Iraniennes, alors que c'est formellement interdit, pour célébrer l'accord sur le nucléaire, mais surtout le retour de l'Iran sur la scène internationale. Donc à cette époque, il y a eu une sorte de pacte de non-agression signé entre le régime et la population, en se disant, écoutez, nous, on ne veut pas faire de révolution, on ne vous porte pas forcément dans notre cœur, mais on veut aller de l'avant ensemble avec la réforme. Il faut dire que le changement en Iran ne date pas en réalité de 2015, ni même de 2013, l'arrivée du président Mohdar Rouhani, mais de bien avant, 1997, le vent des réformes en Iran, le foulard qui tombe. C'est vrai qu'il est étonnant de noter en Iran justement que le foulard est en majorité mal porté, entre guillemets, par les Iraniennes, justement. Ils tombent sur leurs épaules, les cheveux dépassent de part et d'autre. Et les chevilles sont à l'air libre. Les chevilles sont à l'air libre. On n'est pas... fument Effectivement, on n'est pas comme dans certains pays arabes de la région où le foulard n'est pas obligatoire, mais qu'il est strictement porté. On ne voit pas une seule, par exemple, mèche de cheveux dépassée quand il est porté en Jordanie ou en Égypte. Mais surtout, par rapport à la police des mœurs, et ça, c'est quand même à noter, elle est de moins en moins présente depuis, on va dire, 2013. Et ça ne devient plus là qu'on avait ces fameuses, justement, brigades des mœurs qui arrêtaient les femmes en pleine rue, ces femmes en tchador qui venaient justement arrêter leurs consoeurs pour leur dire « porte ton tchador », et elles disparaissent peu à peu. Donc effectivement, on a une grande période d'espoir qui est née en Iran après l'arrivée de Rouhani et l'accord sur le nucléaire iranien. Avec cette population féminine aussi qui essaye de se libérer de la tutelle familiale. Et un des moyens de la libération, il y a des frictions au sein de la famille, c'est la capacité à organiser ses sorties, mais aussi à se marier, qui est la libération totale. Oui, je parle notamment par exemple dans le livre d'un phénomène de société qui s'appelle le mariage blanc, c'est-à-dire des couples qui en Iran vivent en concubinage. Donc ça peut vous paraître normal en France, mais en Iran c'est interdit et surtout c'est très mal vu par la famille. Aujourd'hui, les femmes iraniennes sont majoritaires à l'université, les étudiantes, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants dans les universités iraniennes, elles sont très diplômées, elles accèdent à des postes à haute responsabilité, comme par exemple la présidente de la compagnie aérienne iranienne qui est une femme, en dépit de lois quand même toujours rétrogrades. Et puis d'un second aspect, effectivement, on a une génération d'Iraniennes nées dans les années 90, on l'appelle la génération 90, qui s'émancipe de la tutelle familiale et qui refuse justement, qui a des copains avant le mariage, ce qui est formellement interdit, et qui refuse justement le joug de la République islamique, mais aussi des familles. Ce que vous décrivez très bien aussi, c'est le système des privilèges. Et là, il faut repasser par les années 80 et la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et ceux qui ont fait cette guerre, qui se sont réinsérés ou qui ont pris la plus grande part du gâteau économique du pays. Ce sont notamment les gardiens de la Révolution, justement, les Pasdaran, qui sont aujourd'hui, donc c'est l'armée idéologique du régime islamique iranien, mais qui, au lendemain de la guerre, alors qu'ils ont permis à l'Iran de résister à Saddam Hussein en compagnie de l'armée iranienne et des milliers de volontaires, qui se sont introduits dans des vastes pans de l'économie iranienne et qui aujourd'hui en contrôlent une grande partie. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que les Pasdarans sont beaucoup critiqués pour ça. Beaucoup d'Iraniens estiment, pas forcément à tort, que sans l'aval des Pasdaran, il n'est pas possible de faire des affaires en Iran. D'ailleurs, ça pose des problèmes pour les entreprises étrangères qui veulent commercer avec l'Iran, car les Pasdarans sont sur la liste des organisations terroristes des États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque le gouvernement iranien du président Rouhani a pour la première fois décidé justement de publier exactement son budget et les privilèges qui étaient accordés à certaines fondations religieuses,
liées au régime ou alors à des organisations paramilitaires comme le Basiji ou aux gardiens de la Révolution, ça a provoqué d'immenses manifestations il y a un an. Donc on sent clairement que cette mainmise des gardiens de la Révolution sur l'économie du pays et même sur les décisions stratégiques du pays embête beaucoup les Iraniens, en tout cas dénoncée par la population iranienne. À l'heure où le régime Rouhani voudrait, un tant soit peu, libéraliser aussi son économie. En toile de fond aussi, il y a le réengagement de ces passedarans sur le théâtre syrien, avec des milices aussi pro-régime, et vous décrivez très bien. L'Iran paye un très lourd tribut actuellement à la guerre en Syrie, et vous décrivez notamment des scènes d'obsèques assez régulièrement dans le pays. Oui, effectivement, moi je me suis promené justement dans les allées du cimetière du Paradis de Zahra, donc le plus grand qui est à Téhéran, où on voit justement beaucoup de tombes de passedarans, donc gardiens de la Révolution, qui ont été tués en Syrie. Il y en a eu plusieurs centaines en Syrie, mais également en Irak. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ces gardiens de la Révolution qui avaient été les principaux artisans de la répression contre les manifestations anti-Ahmadinejad en 2009 d'une certaine manière, se sont rachetés une certaine bonne conduite vis-à-vis de la population, en leur montrant qu'ils étaient les premiers sur le terrain contre notamment l'État islamique en Irak. Il ne faut pas oublier que l'Iran a été le premier pays à envoyer justement ses soldats contre Daesh en Irak, pas en Syrie. En Syrie, il n'a fait que protéger Bachar el-Assad contre la rébellion. Mais il est quand même intéressant de noter que, alors que certains, justement, que les passedarans ont payé un lourd tribut et qu'ils se sont rachetés une conduite auprès de la population, les Iraniens, lors des manifestations, dénoncent justement toutes ces sommes accordées à l'expansionnisme, ou en tout cas aux opérations iraniennes à l'étranger, avec ce fameux slogan qu'on a entendu dans les rues de Téhéran, ni Gaza, ni Liban, je me sacrifierai pour l'Iran. Et c'est intéressant justement à l'heure où l'Iran n'a jamais été aussi forte d'un point de vue justement régional, politique, militaire, que justement cet engagement de l'Iran à l'étranger soit autant dénoncé par la population iranienne. Ce que vous dénoncez aussi, c'est le recours à des milices, notamment afghanes, mais il y en a beaucoup de la région des milices chiites utilisées sur le territoire syrien. Des milices avec des soldats qui sont considérés un peu comme des militaires de seconde zone. C'est de la chair à canon, clairement. J'ai rencontré sur place pas mal d'Afghans qui étaient incités à se rendre en Syrie. Il faut savoir que l'Iran compte 3 millions de réfugiés afghans, dont 2 millions viennent de manière illégale, qui s'occupent à des bases œuvres, en tout cas à des boulots que les Iraniens ne souhaitent pas faire, qui vivent mieux, en tout cas jusqu'à un certain point, qui vivaient mieux qu'en Afghanistan. Beaucoup de ces Afghans ont été, donc de la minorité chiite hazara, ont été incités, parfois même contraints, de partir en Syrie pour servir de chair à canon au sein de milices afghanes au service des gardiens de la Révolution et donc des objectifs iraniens en Syrie. Et ces Afghans ont payé de lourds tributs. Je me suis promené justement dans les allées, encore une fois, du cimetière du Paradis de Zahra, voyant beaucoup justement de ces tombes qui n'avaient, pour certaines d'entre elles, même pas de sépulture. Donc c'est vraiment la chair à canon afghane de Téhéran, ainsi que l'Iran le fait également avec les Pakistanais ou les Irakiens. Entre ces scènes de guerre régulière sur un théâtre voisin. Il y a eu aussi un grand moment de communion nationale cet été avec la Coupe du Monde. Ouais. Vous êtes allé effectivement, je raconte... participer et vous racontez comment les Iraniens ont fêté, célébré. C'était aussi un exutoire aussi avec un peu plus de liberté dans le pays d'accueil pour pouvoir faire la fête. Alors moi, ce qui m'a marqué, effectivement, c'est qu'il y avait beaucoup plus, par exemple, d'Iraniens que de Français à la Coupe du Monde et que l'atmosphère était beaucoup plus festive que, en tout cas, jusqu'aux demi-finales. Avec des bons résultats de l'Iran. Avec certains bons résultats, effectivement, de l'Iran, qui a fait, je dirais, bonne figure, même s'il ne s'est pas qualifié. Mais ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que beaucoup d'Iraniens sont venus d'Iran, en dépit de la cherté des prix, mais également du monde entier. Ils faisaient communion derrière, justement, leur équipe. Et ce qui était très intéressant, c'est que à ce moment-là, j'ai parlé justement avec beaucoup de monde, ils étaient fiers de leur équipe, du parcours de leur équipe, mais ceux qui avaient le discours en fait le plus dur vis-à-vis de la République islamique, en dépit des sanctions de Trump, qui est sorti de l'accord sur le nucléaire, c'était les Iraniens d'Iran, qui me disaient tout ce qui se passe actuellement est la faute du régime, alors que c'est quand même Trump qui n'a pas respecté cet accord sur le nucléaire iranien. Oui,
On voit en filigrane à travers les pages de l'ouvrage que ce moment d'espoir suscité par l'élection de Rouhani et sa réélection, la fête est un peu gâchée par le retour des sanctions américaines qui ont un impact très lourd sur la vie quotidienne à travers la dévaluation de la monnaie, perte du pouvoir d'achat, à travers des complications au niveau du système bancaire, de l'import-export. Et en fin de compte, des sentiments assez contrastés des populations, entre ceux qui accusent les États-Unis et d'autres qui disent mais c'est peut-être la seule solution pour faire tomber cette théocratie. Alors moi je vais vous dire qu'il y a eu vraiment une sorte de retournement de situation en Iran depuis entre je dirais, fin 2007 et fin 2018, la dernière fois que je m'y suis rendu. À l'époque, 1 euro c'était 4800 toumans, la monnaie iranienne. Un an plus tard, donc fin 2018, c'était 16 600, alors que les salaires n'ont pas augmenté. Donc on a une dévaluation considérable de la monnaie iranienne, effectivement du fait des sanctions américaines, mais pas seulement du fait aussi de l'économie iranienne qui n'arrive pas à se réformer et de la mauvaise réaction du gouvernement qui a encouragé la spéculation après le retrait américain de Donald Trump. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'alors qu'ici, en France, on est, je pense à juste titre, on dénonce ce qu'a fait Trump, d'autant qu'il n'a pas aujourd'hui d'alternative. D'accord, l'accord nucléaire iranien qui balbutie aujourd'hui, les Français justement essaient de sauvegarder avec un mécanisme qui a été mis en place. Un véhicule financier européen. Exactement, mais on est quand même tous d'accord pour se dire que Donald Trump a plongé l'Iran, le monde, en tout cas le Moyen-Orient, dans l'inconnu avec un risque de guerre. Mais en me rendant en Iran, moi je m'attendais à ce que les Iraniens qui sont touchés de plein fouet par les sanctions, alors que celles-ci ne visent pas officiellement les médicaments, aujourd'hui les Iraniens ont les plus grandes difficultés à se procurer des médicaments. Les Iraniens, quand je leur parle, quand je leur discute, en grande majorité, ils critiquaient le gouvernement, si ce n'est le régime iranien dans son ensemble. Et ça m'a profondément marqué, plus que Donald Trump, même s'ils ne le portent pas forcément dans leur cœur. Du coup, 3 ans, si ce n'est 4 ans après justement les 6 scènes de liesse que j'ai écrit dans le livre, après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, on voit une jeunesse coincée entre, d'un côté, l'ayatollah Ali Khamenei, qui est le guide suprême, le véritable chef de l'État en Iran, de l'autre côté, Donald Trump, Benjamin Netanyahou et Mohammed Ben Salman. Donc, effectivement, tout ça n'est pas propice au changement qui était en marche en Iran, sur un court terme en tout cas, même si moi je suis persuadé que sur le long terme, cette jeunesse éduquée, très pro-occidentalisée, très consommatrice, a, on va dire sur le long terme, quand même de beaux jours devant elle. En tout cas, je reste optimiste. Armin Arefi, merci pour cette découverte de la société iranienne. Je rappelle qu'Un printemps à Téhéran chez Plon sort jeudi dans les librairies. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité.